C'est parti. Alors, donc ce que je disais, c'est on va vraiment reprendre nos fondamentaux pour apprendre à pouvoir modéliser. Donc déjà, dans nos fondamentaux, un truc que vous aviez vu au moment du base PNL, c'était les faits au comportement. Donc ça, c'est intéressant parce que quand vous allez modéliser une personne ou une situation, c'est toujours intéressant de se dire ce qu'on modélise, c'est une séquence. Parce que, comme vous connaissez le modèle des parties, ce qu'on a vu en praticien, ce qu'une personne elle peut faire dans un contexte et ce qu'elle va faire dans un tout autre contexte, ça se trouve, ça n'aura rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir modéliser une séquence, c'est-à-dire modéliser un contexte. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là? Et de regarder, du coup, les schémas qui vont être récurrents à travers différents contextes. Donc, généralement, pour modéliser, on prend 3 contextes et on va regarder dans les 3 contextes ensuite qu'est-ce qui revient et qu'est-ce qui sera similaire. Mais il faut qu'on rentre vraiment dans un zoom avant. Donc, vous verrez, on appelle ça le chunk down. Dans un zoom avant pour bien modéliser qu'est-ce qui se passe dans cette séquence et bien le modéliser de manière très chronologique. Donc, si on prend la chronologie des faits au comportement, donc vous avez donc les faits. Donc, les faits, c'est la réalité. Et la réalité, c'est quelque chose qui est observable par tous. Donc, on va parler vraiment de VACOG externe, c'est-à-dire VACOG externe, nos 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'olfactif, le goût. Externe, pourquoi? Parce que ce n'est pas interne, hein, c'est nos 5 sens. Donc, on a des faits. Et dans une situation, dans des faits, quand une personne va rentrer dans un schéma limitant, alors soit d'ailleurs une stratégie d'excellence qu'on modélise ou une stratégie limitante, mais là on va plutôt parler de stratégie limitante parce que c'est ce qui nous intéresse quand on modélise un état présent, on va rechercher quel est le déclencheur. Le déclencheur, c'est en gros, c'est l'interrupteur. La personne, elle se comporte bien, tout va bien pour elle, et il se passe quelque chose qui vient appuyer sur le déclencheur. Et là, boum, il y a le pattern. Donc le pattern, c'est le schéma qui va être redondant et répétitif, qui fait que la personne, elle va jouer son schéma. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à savoir quand on interroge une personne? Rappelez-vous, quand vous avez fait en praticien les questions de l'état présent, on a dans les questions, quand on cherche l'état présent, une question qui dit expliquez-moi qu'est-ce qui se passe pour vous, à quel moment, qu'est-ce qui déclenche pour vous cette réaction ou qu'est-ce qui a déclenché cette situation. Et ce qui déclenche généralement, c'est au niveau de l'environnement que ça va se passer. Hein. C'est souvent des facteurs qui sont extérieurs. Donc des fois, vous pouvez avoir des personnes qui ont d'ailleurs une belle posture relationnelle où tout se passe très très bien, mais il y a quelqu'un qui va avoir une attitude ou quelque chose qui vient hop, appuyer sur le bouton, et puis ces programmes, ça se met en place automatiquement. Et donc, pourquoi ça se met en place de manière automatique? Parce que dans les faits, il y a donc effectivement, est-ce que vous vous souvenez, la deuxième case, qu'est-ce que c'est? Dans les faits au comportement, ou c'est trop loin, comme vous l'aviez vu en base? Interprétation? Non, ça sera la troisième case, mais c'est bien vu. Donc, je vais le mettre tout de suite. Interprétation. Interprétation. Mais pour pouvoir interpréter, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comment? On réceptionne. C'est là, tu disais? On réceptionne en fait. La perception. Voilà, on sélecte ici la perception des faits. Comment est-ce que je perçois cette réalité? Et comment je perçois cette réalité? C'est selon mes filtres cognitifs. Et vous vous souvenez quels sont les filtres? Quelles sont les 3 grandes catégories de filtres qu'on a par exemple? Généralisation, omission, distorsion. Exactement. Généralisation, distorsion, omission. J'ai ces filtres-là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ici dans la perception? C'est ici qu'on va ranger tous les métaprogrammes. Référence interne, référence externe, tri sur soi, tri sur l'autre, match, mismatch, polarity, détail, global, procédure, option. Bon, vous en avez plein, il y en a je ne sais pas combien. On va tous les revoir cet après-midi, parce qu'il y en a beaucoup. Donc vous avez les métaprogrammes,
vous avez les filtres avec donc les violations du métamodèle, lecture pensée, cause à effet, équivalence, ce que vous voulez, origine perdue. Et vous avez quelques croyances qui sont des croyances de fond, hein, voyez. Par exemple, j'ai une petite croyance de fond qui me dit que généralement les gens ne m'aiment pas bien ou qu'il faut se méfier d'eux, vous voyez. C'est comment je capte la réalité. Et donc, il y a une situation qui est les faits, et selon ma perception, effectivement, à ce moment-là, je vais donner donc une interprétation aux faits. Donc, je vais faire ici une équivalence. Et donc, l'interprétation, c'est ce que je conclus, c'est ma conclusion. C'est le sens que je vais donner aux faits. Un petit peu selon les règles dans lesquelles je suis. Alors, je vous donne un exemple très bateau. Les faits, vous avez un ballon qui va rouler sur l'herbe et qui va traverser 4 fois en 98 une ligne blanche. La perception, si je suis français, je me dis ah ouais, donc c'est la règle, c'est qu'on a gagné, quoi. Donc, interprétation, on est les meilleurs du monde. Et puis, si je suis mexicain, c'était les Mexiques ou les Brésil à l'époque. Je me rappelle, avec cette Coupe du Monde-là, celle d'après, je ne me rappelle pas. Je me rappelle celle de Zidane. Selon les autres, on est humilié. Vous voyez, c'est complètement selon la règle du jeu, hein, voyez. Mais pour de vrai, dans les faits, c'est juste un ballon qui a roulé dans l'herbe, voyez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec l'interprétation, ça va donc déclencher. Qu'est-ce que ça déclenche, d'après vous? Une interprétation, une émotion, tout à fait, des émotions. Donc là, c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens est toujours en lien, mon système émotionnel répond toujours de l'interprétation que j'ai d'une situation. Quel est le sens que je donne à ça? Et de cette émotion, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va se voir? Une réaction, donc tout à fait, des comportements externes. Donc c'est la réaction, ma réaction. Donc vous avez par exemple, quand vous allez modéliser une personne qui vit une problématique, vous allez modéliser un contexte où la problématique s'est déclenchée et vous allez peut-être rencontrer plusieurs boucles quand vous allez modéliser. Parce que vous allez modéliser de manière très 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 chronologique. Donc je vous donne un exemple. Déclencheur pour une maman, son fils ne range pas sa chambre. Et elle vous dit, la personne vient consulter et elle vous dit, voilà, je viens vous voir parce que j'ai du mal à me faire obéir par mon enfant. Ah, d'accord, vous avez du mal à vous faire obéir. Donnez-moi un exemple qui vient vraiment chez vous être une difficulté. Il ne range pas sa chambre, ok? Alors, expliquez-moi. Ok, on va rentrer dans le détail. Il ne range pas sa chambre, qu'est-ce qui se passe? Donc, il ne range pas sa chambre. Donc, vous, quand vous allez modéliser, vous avez intérêt à avoir ce schéma dans la tête avec un visuel construit, c'est-à-dire que dans votre tête, en même temps que vous écoutez la personne, en même temps vous cherchez à remplir ces petites grilles, d'accord? Et le remplir de manière chronologique. Donc, si vous n'avez pas ça dans la tête, vous allez être largué au bout de quelques minutes parce que vous aurez tellement d'infos, vous ne saurez plus quoi en faire. Et pour modéliser, c'est d'apprendre vraiment à ranger les informations, d'avoir une bonne structure. Donc la personne, vous savez que l'enfant n'a pas rangé sa chambre. Ça, c'est observable, d'accord? C'est les faits. Et la personne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle va vous dire, donc qu'est-ce qui se passe quand il ne range pas sa chambre? Qu'est-ce qui se passe? Je lui gueule dessus. Je le range où? Je lui gueule dessus. Le comportement. D'accord, vous lui criez dessus. Donc moi, j'ai l'information. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque cette case, il me manque celle-ci, il me manque celle-ci. Voyez? Donc je vais lui dire, je peux lui poser au choix, hein, on est un petit peu en mode option. C'est juste qu'on a une structure. Je vais lui dire, par exemple, qu'est-ce que vous ressentez quand vous lui criez dessus?
Ou alors, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui fait que vous lui criez dessus? Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Par exemple, je ressens de la colère, ça m'énerve, je suis en colère. Mais comment vous faites? Et c'est ça l'interprétation, parce que les personnes, des fois, ne vont pas vous le dire. C'est vous qui allez chercher l'info, voyez. Qu'est-ce que vous vous dites quand il ne range pas sa chambre? Quelle est l'interprétation que vous en faites? C'est quoi qu'est-ce que ça signifie pour vous, le fait qu'il ne range pas sa chambre? Ben, ça prouve qu'il ne me respecte pas. Il ne respecte pas mon autorité, voyez. Donc, il ne respecte pas mon autorité. C'est le sens que la maman, elle donne au fait que l'enfant ne range pas sa chambre. Et comme elle donne ce sens, elle la met en colère et du coup, elle lui gueule dessus. Mais comment elle fait ici dans sa perception pour en arriver à se dire qu'il ne la respecte pas? Ça serait quoi les filtres qu'on peut se dire, qu'on va noter? Donnez-moi comme ça. Des généralisations. Donc déjà, il y a une équivalence, mais donc ça prouve qu'il ne range pas sa chambre. Et alors quoi? Donc en principe, donc c'est une distorsion, je suis d'accord. Mais quelle distorsion? C'est une lecture de pensée. Elle pense que son enfant, s'il ne range pas sa chambre, c'est pour lui montrer qu'il ne la respecte pas. C'est une lecture de pensée. Donc on a la lecture de pensée. Maintenant, donc vous voyez, on pourrait dire ici lecture de pensée. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Si on va chercher par exemple du côté des métaprogrammes. Peut-être un mismatch. Mismatch. Lecture de pensée avec un filtre mismatch. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est quand même très fort dans cette situation en termes de métaprogramme? Associer ses émotions. Oui, là, elle est associée. Tri sur elle. Elle est en tri sur elle, très bien vu. Est-ce que quand elle dit que quand il ne range pas sa chambre, c'est pour ne pas la respecter, est-ce qu'elle est vraiment, elle est en lecture pensée, hein, donc du coup, est-ce qu'elle est vraiment à la place de son fils? En première position. Elle est vraiment en première position. Hein. Donc ça, c'est majeur. Donc vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, on ne va pas se faire chier à remplir de manière procédure des métaprogrammes sans savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il s'agit juste d'extraire l'essence même de ce qui est en train de se passer pour dire c'est ça que la personne est en train de faire. Si j'enlève la première position, j'ai plus de lecture de pensée, par exemple. Si j'enlève la première position, j'ai plus de filtre mismatch. Vous voyez? Donc c'est bien sa première position qui déclenche chez elle et des lectures de pensée et du mismatch, machin, parce que de sa première position, elle considère qu'il ne la respecte pas et c'est l'intention qu'elle lui donne. Vous voyez? Donc l'effet, il ne range pas sa chambre. Première position avec lecture de pensée, mismatch, tri sur elle, déclenche une interprétation, il ne respecte pas. Elle est en colère et elle crie. Et vous allez dire, d'accord, et qu'est-ce qui se passe après? Ben après, je culpabilise. Ah bon? Donc là, on a une nouvelle boucle. Ok, comment vous faites pour... Donc, je lui crie après, devient le fait, donc dans la nouvelle boucle, elle lui crie après, le fait d'après, c'est qu'elle lui a crié après, et elle culpabilise. Comment elle fait pour culpabiliser? Qu'est-ce qui fait que vous culpabilisez? Qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que normalement, si j'étais patiente et que j'étais une bonne mère, je ne devrais pas crier sur mon fils quand je suis en colère. Donc, l'interprétation, c'est « je suis une mauvaise mère », et la règle, l'origine perdue, c'est quand on est énervé, on ne doit pas crier, c'est une origine perdue, on ne doit pas crier sur ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez que c'est intéressant, on a deux boucles dans l'histoire. Et alors, d'accord, donc elle culpabilise, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'elle fait après. Et qu'est-ce que vous faites après quand vous culpabilisez? Bah du coup, je lui fais des cadeaux et je vais vers lui pour lui faire des câlins. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait votre enfant? Eh bien du coup, il ne comprend rien. D'accord. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Ben après, du coup, il ne range toujours pas sa chambre. Et donc, on comprend comment elle fait, la personne, pour se maintenir et créer ce qu'elle appelle un problème. Parce que tantôt, elle va lui crier après, et dès qu'elle lui a crié après, en plus en première position, elle va ensuite, tout de suite aller, par exemple, le consoler ou lui faire des gars. Et le gamin, donc du coup, il ne comprend rien. Voyez? Mais ça, du coup, vous avez décortiqué ce truc, parce que vous avez votre chronologie de modélisation des faits au comportement à travers, dans cet exemple, deux boucles. Donc je vous la refais. Il ne range pas sa chambre.
Première position, lecture, pensée, mismatch, tri sur elle, interprétation, il ne me respecte pas. Ça me met, je ressens de la colère, je lui crie après. Je lui ai crié après. Normalement, une bonne mère ne doit pas crier après ses enfants, donc c'est une origine perdue. Toujours en première position. Hein. Tiens, c'est intéressant, ça fait 2 fois qu'on a de la première position chez cette personne, avec un filtre mismatch qui revient également. Donc quand ça revient comme ça, vous pouvez vous dire, tiens, là il y a du pattern hein, quand même. Hein. On a des métaprogrammes qui sont actifs. Hein. Que ce soit de la colère ou de la culpabilité, on a encore de la première position et on a encore du mismatch. Vous voyez ? Interprétation, je ne suis pas une bonne mère. Émotion, culpabilité, qu'est-ce que je fais après? Je vais le réconforter. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, mon gamin ne comprend rien. Et du coup, j'ai encore de la première position, je peux même faire une 3e boucle, avec du mismatch sur moi et une équivalence de me dire je n'arrive vraiment pas à éduquer mon enfant. Et qu'est-ce que je me sens? Je me sens désespéré. Et qu'est-ce que je fais dans les comportements? Je viens vous voir. Ok, on a compris tout ce qui était en train de se passer. Voyez? Donc c'est vraiment ce que vous allez faire, c'est de vraiment aller modéliser comme ça une chronologie. Et donc ça vous demande pendant l'entretien d'être très dans une référence interne, à savoir qu'est-ce que vous êtes en train de chercher, avec une structure à l'intérieur de vous, des faits au comportement, pour vous dire dans cette structure, j'ai besoin de comprendre concrètement ce que la personne est en train de faire. Est-ce que ça fait sens pour moi? Et des fois, les gens vont vous parler et vous allez dire, mais ça ne fait pas sens ce que vous me dites. C'est normal, les gens n'ont pas la structure, ils viennent, ils sont dans le problème, ils ont la tête dans le guidon. Donc là, je vous l'ai fait de manière gentille, parce que je vous ai décomposé une structure logique. Mais dans un entretien, ça ne se passe pas comme ça. La personne, elle a la tête dans le guidon, et elle va commencer, elle va vous dire, voilà, je viens vous voir parce que j'ai un problème, je n'arrive pas à me faire obéir à mon enfant. D'accord. Et qu'est-ce qui vous pose problème? Eh bien, c'est que je lui crie après. D'accord. Mais qu'est-ce que vous ressentez du coup? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous lui criez après? Qu'est-ce que vous ressentez? Je culpabilise. D'accord. Et alors, là, vous êtes dedans, c'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai même pas besoin de voir vos entretiens. Juste, vous me faites des comptes rendus à la fin. Moi, je sais déjà si vous avez modélisé correctement ou pas. Je vous fais une mauvaise modélisation. Déclencheur et range ta chambre. Interprétation, il ne me respecte pas. Émotion, culpabilité. Mais on va dire non, la culpabilité, ça ne fait pas sens. Pourquoi elle culpabilise si elle dit qu'il ne la respecte pas? Je ne vois pas le lien avec la culpabilité. Avec la colère, oui. Mais la culpabilité, non, c'est une autre boucle. Vous voyez? Mais les gens, eux, quand ils vont vous parler, ils ne vont pas vous parler avec de la chronologie. Ils vont vous parler... vous voyez, ils vont vous parler dans un sens qui est tout dans le désordre. Donc ça nécessite d'être très cadré dans vos entretiens, de dire d'accord, et un petit peu avant. D'accord, donc il y a de la culpabilité, j'entends. Mais ça, juste permettez-moi de réfléchir. Votre culpabilité, elle arrive après que vous lui ayez crié après ou avant lui avoir crié après? Ah non, je me sens coupable après lui avoir crié après. D'accord, mais avant, alors c'était quoi l'émotion? Ah non, alors avant c'était plutôt de la colère. D'accord. Vous voyez, il faut que ça fasse sens. C'est pour ça que je vous parle de référence interne. Parce que si vous êtes trop en référence externe à écouter ce que vous dit la personne et à acheter pour argent comptant ce que la personne vous dit, au bout de 10 minutes, vous êtes complètement largué dans votre entretien et vous n'y comprenez rien. Donc quand vous allez utiliser la reformulation sur un niveau maître praticien, ce n'est plus une reformulation qui a un niveau de praticien, où on reformule pour garder le rapport et pour créer le rapport. La reformulation à un niveau maître praticien, c'est complètement pour vous, vous la faites. Alors, il y a la relation, mais c'est une reformulation structure. Parce que quand vous allez reformuler, vous allez vous refaire le schéma dans la tête et vous allez dire, alors attendez, là je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Il ne range pas sa chambre et vous me dites que vous vous sentez coupable, mais que vous lui criez après. Comment vous faites pour lui crier après si vous vous sentez coupable? Non, c'est pas exactement ça. D'abord, je suis en colère. Mais d'accord, mais parce que vous vous dites quoi? Qu'il ne respecte pas. D'accord, donc il ne vous respecte pas ce que vous vous dites. Vous lui criez après. Et comment vous faites pour vous sentir coupable? Qu'est-ce que... Ben, c'est que... Et quand vous allez reformuler, vous reformulez bien la personne dans la structure. Ça vous aide à pouvoir construire une modélisation qui est juste. Vous voyez? Parce que votre reformulation, elle a été chronologique par rapport à la structure de la personne. Ça va, vous me suivez bien? Ouais. Donc ça va être une habitude à prendre.
Et ce qui va être intéressant pour vraiment modéliser un schéma, un pattern, un schéma récurrent, c'est que la personne, par exemple, vient vous voir en entretien, donc elle vous dit, c'est pour l'éducation de mon enfant, j'ai un problème, j'arrive pas à me faire respecter, nanana. Donc elle vient avec ce truc, et puis vous faites un travail, vous vous dites, tiens, ça vous donne des pistes, hein, quand même, vous dites, tiens, là, ça manque de deuxième position, parce que clairement, si on se met dans la peau d'un ado, quand il range pas sa chambre, c'est pas pour ne pas respecter le parent, hein. Donc, et par exemple, ce qu'on pourrait poser comme question à la maman, c'est de dire, d'accord, vous pensez qu'il ne vous respecte pas, donc ça c'est dans un deuxième temps, parce que l'utilisation du métamodèle, dans un premier temps, c'est pour aller chercher de l'information, et puis dans un deuxième temps, c'est pour recadrer. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après. Recadrer les croyances. On ne va pas recadrer les croyances tout de suite, d'abord on cherche de l'info. Ça va, vous suivez ce que je vous explique là ou pas? Ouais. Donc vous relevez ce schéma et puis vous dites par exemple à la personne, là, pour la confronter un peu, mais est-ce qu'il range le reste de la maison? Oui, il n'y a que sa chambre. Ben, sa chambre, c'est sa chambre. Donc en quoi est-ce que le fait, et là vous interrogez l'équivalence, en quoi le fait qu'il range la maison mais que sa chambre à lui, il ne la range pas, prouve que c'est lui qui ne vous respecte pas, alors que peut-être, si on va à sa place, c'est lui peut-être qu'il ne se sent pas respecté dans son territoire, vu que vous lui imposez le fait de ranger dans son territoire à lui. Ah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça. Voyez. Et là où ça va être du pattern intéressant, c'est qu'on va lui dire, ok, donc j'entends vraiment chez vous cette conclusion qu'il ne vous respecte pas. Y a-t-il d'autres contextes où vous avez l'impression que les gens ne vous respectent pas? Ben, vous savez quoi, c'est l'histoire de ma vie, ce que vous êtes en train de me dire. Parce qu'avec mon mari, ça a toujours été le problème, puis avec mon employeur aussi. Et en fait, j'ai l'impression que de toute façon, à la base, les gens avec moi, ils font ce qu'ils veulent et qu'ils ne me respectent pas. Ça, c'est du pattern. C'est du pattern parce que quels que soient les contextes, la personne, elle a toujours ce problème qui est le nœud d'un problème chez elle, c'est le sentiment de ne pas être respectée. Et qu'il faut toujours qu'elle soit en défense par rapport à ça. Vous voyez ? Et donc le pattern, c'est le sentiment de ne pas être respecté. Ça va être ça son pattern, son sentiment de ne pas être respecté en permanence, que ce soit avec son fils, que ce soit avec son mari, que ce soit au travail. Et comment la personne avec ce pattern, elle arrive à valider cette réalité, qui fait qu'effectivement, elle va se valider cette réalité-là, parce que dans ses comportements, à un moment donné, de toute façon, les gens, vu que tantôt elle crie, puis comme elle culpabilise derrière, en plus du coup elle fait le contraire, de toute façon, ils ne vont pas l'écouter. Vous voyez ? Donc elle va se prouver aussi sa réalité. Donc vous avez ça. Je vous explique un dernier truc et après on fait une pause parce que je sens que ça commence à travailler. C'est lundi, c'est pour ça. Comment? C'est lundi matin. C'est lundi. Je vais vous faire travailler aujourd'hui le cerveau. C'est incomplet cette modélisation, on a besoin des niveaux logiques. On va compléter notre questionnement parce que ici on a certains niveaux logiques, mais on n'a pas tout. On n'a pas la fonction positive, par exemple. Vous voyez ? Je ne sais pas quelle est la fonction positive que cette personne est là à se maintenir dans ce schéma-là. Donc, dans les niveaux logiques, on a les niveaux de base. Donc, vous vous souvenez, on a l'environnement, les comportements, les capacités. Alors Brigitte Kramer, elle a rajouté le niveau des émotions, l'identité, non, les valeurs, pardon, valeurs et croyances, l'identité, la mission et vision, appartenance. Quand j'ai fait mes faits au comportement, qu'est-ce que j'ai? J'ai surtout le bas de mes niveaux logiques. Donc dans le bas de mes niveaux logiques, dans l'environnement, je vais mettre les faits, la chambre elle n'est pas rangée. Dans les comportements, tantôt elle crie, tantôt elle va le réconforter. Dans les capacités, ben là on va mettre toutes les stratégies mentales, première position, mismatch, trait sur elle, lecture de pensée, équivalence. Dans les états internes, on va mettre colère puis culpabilité. Et dans les valeurs et les croyances, par contre, si la croyance est il ne me respecte pas, et puis je suis pas, Je suis pas une bonne mère. alors,
ça sera plus au niveau de l'identité, cette croyance. Il ne me respecte pas et on ne doit pas crier sur ses enfants quand on est une bonne mère. Ça sera ça la croyance. Et donc du coup, moi je ne sais pas les valeurs. Donc là, je peux questionner, parce que du coup, je commence à avoir de la cohérence dans mes niveaux logiques, et je vais commencer à questionner la valeur. Et je vais dire, donc quelle valeur est importante pour vous quand vous dites qu'il ne me respecte pas, etc. Eh bien, il faut que je me sente reconnue. Donc on pourrait dire que c'est le respect, mais peut-être que non. C'est qu'elle a besoin de se sentir reconnue. C'est sa fonction positive. Voilà, c'est quoi la fonction positive d'être en colère comme ça? Je veux qu'il m'écoute, je veux qu'il me reconnaisse, qu'il puisse reconnaître mon autorité. Ça, c'est la fonction positive. La reconnaissance. Et puis, il y a quoi d'autre comme valeur? Il y a la valeur de transmission. Je voudrais lui transmettre une éducation. C'est pour ça que je me mets en colère. Parce que je voudrais qu'il apprenne plus tard à être autonome. Donc, il y a une valeur de transmission. Ok. Pour quelle identité? Ben là, c'est facile. L'identité de la maman. Et c'est quoi ta mission? Ben, c'est d'élever mon enfant à ce qu'il devienne autonome. Parce que j'ai comme vision de la vie que... Et dans l'appartenance, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que pour vous, ça vous met en colère comme ça, le fait de ne pas être respecté? Ah, mais parce que de toute façon, quand j'étais petite, et là la personne elle vous raconte un truc, par exemple, et bien ce qui lui est arrivé, qui a créé son expérience, l'origine perdue, souvent elle va être ici, on va la ranger ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Donc là, on a vraiment ici une pyramide de l'état présent, qu'on va modéliser. Donc dans votre modélisation, vous allez modéliser les faits au comportement et les niveaux logiques. Vous allez faire les deux. Et là où je vous dis que c'est un art, c'est que là, c'est simple comme exemple. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule partie en action. C'est la partie mère qui est là du début à la fin. Quand vous avez plusieurs parties, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être obligé de faire différentes parties avec différents niveaux logiques. Parce que vous allez devoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans le modèle des parties de la personne. Donc vous allez faire différentes parties. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire Mamma Mia. Parce que Mamma Mia, clairement, on va faire plusieurs niveaux logiques. Parce qu'il y a au moins 4 parties différentes dans le film. Enfin, pas 4 parties chronologiques dans le film. Le personnage a 4 parties. On a 4 niveaux logiques qui sont différents. Ce qui fait que le personnage, selon les séquences, on la voit par exemple avec ses copines dans Mamma Mia. Elle est super match, elle est super contente, elle rit, elle danse. Et elle est différente que par exemple quand elle est avec sa fille, que quand elle est avec Sam, que quand elle est avec à réparer les trucs dans son hôtel. On ne fait pas les mêmes identités. Donc on ne peut pas faire une modélisation avec un seul niveau logique. On n'y comprend rien. Bon, elle rigole, puis finalement non. C'est quoi la différence? C'est pas les mêmes parties. Et vous verrez par exemple dans Mamma Mia, c'est que du problème de conflit entre parties. La structure du film est un problème de conflit entre parties. Et on verra pourquoi, j'y reviendrai dessus, je vous fais une petite mise en bouche. Mais c'est de partir dans cette compréhension profonde pour vous dire quand je modélise, sur quoi est-ce que je pars? Parce que si je n'ai pas compris ma structure, bah du coup, je vais modéliser, je ne sais pas trop ce que je modélise. D'une scène à l'autre, ça n'a plus rien à voir. Donc j'ai besoin peut-être de comprendre l'histoire de manière globale pour revenir ensuite en détail et poser une structure. Mais donc effectivement, vous allez avoir besoin et des faits au comportement et des niveaux logiques, et ensuite de votre outil de l'utilisation du métamodèle pour vraiment bien aller chercher les questions. Et surtout, votre objectif, et ça je y reviendrai après la pause, dans votre utilisation du métamodèle, vous allez obtenir des informations quand vous allez utiliser le métamodèle qui font partie des faits et qui ne seront pas des lectures de pensée, qui ne seront pas des équivalences, qui ne seront pas des généralisations, qui sont des choses qui sont vraies et des choses qui sont en réalité arrangées dans la perception et l'interprétation. Je vous donne un exemple comme ça rapide. Mon mari ne me respecte pas, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour ne pas vous respecter? Quand il me voit, il me met des tartes. C'est pas une interprétation, hein? Il ne la respecte pas, on est d'accord, hein? Donc c'est un fait, c'est pas une interprétation. Et donc, qu'est-ce qui fait que vous continuez à rester avec, même s'il ne vous respecte pas? Donc là, j'achète. Il ne la respecte pas.
Vous voyez? Et là, vous avez intérêt à bien savoir faire la différence quand vous allez modéliser. Parce que si vous dites, il lui met des tares, donc elle a un filtre mismatch en première position et elle conclut qu'il ne la respecte pas, et donc vous allez poser des questions complètement incongrues, à lui dire et en quoi le fait qu'il vous mette des tares prouve qu'il ne vous respecte pas? Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je reste d'ailleurs. Je me dis que ça. Vous voyez? Donc, non. Là, vous avez modélisé. La personne, elle vous donne une conclusion, mais comme vous modélisez sur le territoire un fait très concret, très observable, qui vous dit cette conclusion que la personne, elle tire, elle est normale, c'est pas du pattern limitant, c'est normal. Ça, vous le rangez dans les faits. Mais vous, ce qui vous intéresse à modéliser, c'est comment la personne, elle s'y prend pour rester dans son problème, se maintenir dans sa situation problématique. C'est quoi qui cloche chez elle? Et donc, vous allez utiliser votre métamodèle pour avoir à un moment donné, selon les informations que vous prenez, des fois vous allez commencer à faire un chemin comme ça, vous dire ok, donc mon mari ne me respecte pas, donc je le range ici dans l'interprétation. Qu'est-ce qu'il fait votre mari? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne vous respecte pas? Il me met des tartes. Ok, donc en fait ça j'enlève, c'est plus une interprétation, c'est un fait, il ne la respecte pas. Vous voyez que vous avez besoin d'avoir une flexibilité mentale pour pouvoir utiliser avec discernement votre outil du métamodèle et votre flexibilité mentale pour pouvoir ranger ensuite les informations dans les bonnes cases. Sinon, vous arrivez sur des trucs, soit c'est des problèmes d'ordre chronologique, c'est plus de la culpabilité, c'est de la colère, ou on ne sait plus quelle émotion, quelle boucle c'était, on n'y comprend plus rien. Soit en fait, non, c'était pas de l'interprétation, c'est normal, on met n'importe qui à sa place, il aurait tiré la même conclusion. Ou de manière très très méta, on pourrait se dire, oui, effectivement, vous voyez. Donc c'est ça que vous allez vraiment apprendre. Est-ce que dans mes explications, ça vous parle? Comme ça, c'est clair, puis après, c'est quand on le fait l'entretien, on se dit ouh, ça va venir petit à petit. Là, vous débutez votre maître-prac, vous allez vraiment apprendre ça petit à petit. D'ici 3 mois, vous saurez faire. Voilà. Ok, on se fait une pause.